Bienvenue dans Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaëlle Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Je suis heureuse de partager avec vous mes outils, mes recherches et mes expériences de thérapeute pour glisser des bulles de bonheur dans votre quotidien. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, dans notre épisode 291, j'aimerais que nous parlions d'un ingrédient précieux dans le couple, la complicité. Cette complicité, vous voyez, qui rend les échanges plus légers, les regards plus tendres, les moments du quotidien plus doux. Après avoir exploré dans l'épisode précédent, le 290, pourquoi nous ne nous comprenons pas toujours en couple, je vous propose aujourd'hui de voir comment nourrir, réparer et retrouver cette complicité lorsqu'elle s'est un peu effilochée. Nous allons parler bien sûr de sécurité émotionnelle, de réparation, de soutien et de ces petits gestes qui transforment profondément la relation. D'ailleurs, le premier petit geste que vous pourriez avoir, c'est d'avoir pour votre couple notre jeu 2 minutes de bonheur en couple. C'est un ingrédient indispensable pour les couples durables. En tous les cas, c'est ce que nous disent tous ceux qui l'utilisent régulièrement. Alors, à vous de jouer et à vous de le trouver. Vous le trouvez sur notre site 2minutesdebonheur.com et sur amazon.fr. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Quand je repense au début de notre relation, tout était prétexte à rire, à se taquiner, à se retrouver. On s'envoyait des messages juste pour se dire « j'ai pensé à toi ». On se comprenait d'un regard, on partageait des fous rires pour rien, parfois même à propos de rien. Puis doucement, la vie s'est installée. Les horaires, les enfants, le travail, les obligations. En fait, les conversations sont devenues plus pratiques que complices. Pourtant, on continue de s'aimer, mais on rit moins. On fonctionne bien ensemble, sans vraiment se retrouver. Et ça me chicote. Pourquoi la complicité du début se cache sous le poids du quotidien? Que faire pour qu'elle refasse surface? La complicité, c'est ce fil invisible qui relie 2 personnes au-delà des mots. C'est cette sensation de se comprendre d'un regard, de partager un petit sourire qui dit « je t'ai vu, je t'ai compris, je t'aime ». C'est une manière de retrouver une forme de jeu, de légèreté. La complicité, ce n'est pas seulement rire ensemble, c'est sentir que le couple fait équipe, que chacun peut s'appuyer l'un sur l'autre, que l'autre est un espace sûr. En fait, on vit une relation émotionnellement sécure. La complicité, elle se vit dans les petites choses. Une attention, une blague, une main posée sur l'épaule, un clin d'œil, un sexto. La complicité, c'est ce qui transforme un couple qui fonctionne en un couple qui dure. Elle nourrit le lien, elle apaise les tensions, elle donne envie d'être ensemble. Et quand la complicité s'effrite, ce n'est pas un manque d'amour, c'est souvent un signal que la relation a besoin d'être un peu oxygénée. Dans le couple, la complicité ne disparaît pas d'un coup. Elle s'effiloche tout doucement, souvent sans que nous nous en rendions compte. La routine s'installe, les journées s'enchaînent, les obligations prennent le dessus, et petit à petit, la légèreté que vous pouviez avoir au début de votre relation va s'échapper. La charge mentale joue bien sûr un rôle énorme. Penser à tout, anticiper, organiser, porter 1000 choses, et parfois invisible, ça épuise. Et quand nous sommes épuisés, nous avons moins d'espace intérieur pour rire, pour jouer, pour improviser, pour être spontané, pour poser des moments de fantaisie. La complicité, elle a besoin d'un minimum d'espace pour exister. Elle se nourrit du ressenti, pas du pilotage automatique. Quand la routine et la charge mentale prennent toute la place, elles deviennent de véritables voleurs de légèreté. C'est important de dire aussi que la complicité s'abîme à cause de ces petites blessures que nous n'avons pas vraiment réparées. Une remarque qui a piqué, une réaction incomprise, un moment où nous aurions eu besoin d'être soutenus ou l'autre est passé à côté. Sur le coup, nous avançons, nous minimisons. C'est pas grave, ça va passer. Cependant, quelque chose se dépose. Et lorsque ces petites blessures se répètent sans être nommées, elles finissent par créer une forme de distance intérieure et c'est là que le lien se fragilise. Les malentendus jouent un rôle majeur aussi. Vous vous en souvenez dans notre épisode précédent, là, le 290. Une phrase anodine, entendue comme une critique, une question perçue qui devient une attaque, une demande qui est vécue comme une injonction.
Ce n'est pas la gravité des faits qui abîme la complicité, c'est leur accumulation. À force de se manquer dans les échanges, chacun devient plus prudent, un peu plus réservé, un peu moins joueur, et la spontanéité disparaît. Et la complicité qui a besoin de confiance et d'élan s'efface doucement derrière toutes ces incompréhensions non digérées. C'est alors que la tension s'installe. John Gottman, dans son livre « Les couples heureux ont leurs secrets », a beaucoup étudié la manière dont les couples communiquent. Il a observé quelque chose de frappant. Dans 96% des cas, l'issue d'une discussion peut être prédite rien qu'en écoutant les 3 premières minutes. Lorsque les échanges commencent de manière abrupte, avec des commentaires négatifs, du sarcasme, des accusations, la conversation a très peu de chances de bien se terminer. Gottman décrit 4 formes d'interactions négatives récurrentes qu'il appelle les 4 cavaliers de l'Apocalypse, car ils prédisent l'érosion progressive de la relation et la disparition de la complicité. La critique. La critique, elle attaque la personnalité de l'autre, pas le comportement. Genre, on ne peut jamais compter sur toi. Puis, le deuxième cavalier de l'Apocalypse, c'est le mépris, le sarcasme, le cynisme, des gestes d'exaspération. Tu n'es même pas capable d'eux. Le troisième, la défensive. Chacun se justifie ou renvoie la faute. C'est pas de ma faute. Tu ne m'as pas laissé le temps. Et puis enfin, le retrait. Ce moment où l'un se ferme, se déconnecte, quitte la pièce ou s'enfuit dans le travail ou les écrans pour ne plus ressentir l'attention. Gottman souligne aussi 3 signaux d'alerte. La noyade émotionnelle, lorsque l'un est submergé par ses émotions au point de ne plus réussir à penser clairement. Il a le cœur qui s'accélère, montée d'adrénaline, il peut plus raisonner. Et puis, il y a l'échec des tentatives de réparation. Quand les efforts pour apaiser la situation, comme une excuse, un geste, un sourire, sont ignorés ou rejetés. Et enfin, entretenir les mauvais souvenirs. Lorsque l'un des partenaires ne voit plus la relation qu'à travers le prisme du négatif et réinterprète même le passé sous un prisme et sous un angle sombre, alors ça va mal. Et toutes ces dynamiques, mises bout à bout, abîment profondément la relation, abîment la complicité et la capacité du couple à retrouver un terrain d'entente. Allez, je change de regard. Avant de vouloir remettre de la complicité dans le couple, il est important et nécessaire de créer un climat de sécurité émotionnelle entre les 2 partenaires. C'est quoi la sécurité émotionnelle ? C'est le terreau de toute relation vivante. Sans sécurité émotionnelle, chaque conversation peut devenir un terrain glissant. Quand vous êtes en sécurité, vous osez dire, vous vous sentez écouté, vous êtes capable de réparer et vous vous montrez tel que vous êtes. Recréer cette sécurité n'exige pas forcément de grands gestes, c'est simplement une manière différente d'être présent l'un et l'autre et c'est ce qu'on va regarder. Alors quels sont les prérequis de cette sécurité émotionnelle ? Premièrement, arrêtez les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Je viens d'en parler. Ils sont vraiment nocifs, ceux-là. La critique, le mépris, la défensive, le retrait. John Gottman en parle comme des comportements qui fragilisent le plus la relation de couple. Alors effectivement, pris séparément, ces comportements peuvent sembler anodins. Cependant, lorsqu'ils s'installent, ils érodent la complicité et la sécurité émotionnelle du couple. Les repérer, c'est déjà commencer à les désamorcer. Deuxième prérequis pour la sécurité émotionnelle, stopper l'escalade. Avoir des tensions, c'est normal. Cependant, prenez soin de commencer la conversation en douceur. Les discussions finissent souvent sur le même ton qu'elles ont commencé. Donnez la chance à votre partenaire de réparer ses erreurs. Collaborez pour remettre sur la bonne voie la conversation qui s'égare dans des zones dangereuses. Dans les moments de tension, le plus puissant n'est pas d'avoir raison, ni de vouloir convaincre son partenaire, c'est d'interrompre la spirale. La plupart des disputes prennent feu parce que personne n'appuie sur le bouton pause. Le ton monte un peu trop vite, un peu trop haut, du genre « là t'exagères, mais non mais toi aussi !» Et c'est parti. Je vous en renvoie sur notre podcast 208 « Sauver son couple ». Troisième prérequis, revenir à un ton plus doux.
Ainsi, c'est s'offrir une sortie sécurisée à la conversation. Dans les situations un peu difficiles, oser respirer et dire « là, attends là, on se parle mal, je tiens à toi, j'aimerais qu'on recommence plus calmement ». Instantanément, l'autre peut redescendre. Et s'il n'y arrive pas, car il est trop en colère, laissez-vous du temps. Certaines personnes ont besoin de 20 minutes pour se calmer. Ensuite, ce qui est important, c'est de revenir à la conversation, de la postposer, comme on dit. Faire redescendre le ton ne règle pas la situation. Par contre, ça permet de se mettre en sécurité. La douceur n'est pas une faiblesse, c'est une compétence relationnelle. C'est un outil puissant pour apaiser l'autre et nous apaiser nous-mêmes. Idée suivante. Sortez des conflits chroniques. La majorité des conflits conjugaux, environ 60 à 70%, sont des conflits dits chroniques, nous dit John Gottman. Ces conflits reviennent encore et encore autour des mêmes sujets. Il y en a 6. La sexualité, le partage des tâches, l'éducation des enfants, l'argent, la belle famille, l'équilibre entre vie professionnelle et vie pro. Et c'est normal. Vous n'avez pas besoin de résoudre ces conflits pour être heureux en couple. Comme disait Yvon Dallaire, choisir de vivre avec quelqu'un, c'est aussi choisir une série de désaccords récurrents avec lesquels il est important d'apprendre à composer pendant des années, parfois toute une vie. Le but n'est pas de les faire disparaître, ces problèmes, c'est de trouver comment vivre avec sans qu'ils deviennent une source permanente de disputes, parce que vous pouvez vous disputer jusqu'à la fin de vos jours sur ces 6 sujets. Plutôt que de chercher une solution définitive à ces problèmes chroniques et insolubles dans le sens où ils ne se mélangent pas, en fait, l'enjeu, il est ailleurs. Comprendre pourquoi ces sujets touchent chacun de vous si profondément. Quels besoins, quelles peurs, quelles valeurs se cachent derrière. Lorsque nous cessons de vouloir convaincre l'autre et que nous cherchons à le comprendre, alors la tension va se relâcher. Accepter ces différences, c'est faire la paix avec ces conflits récurrents. C'est souvent ce qui permet au couple de retrouver de la douceur et de la complicité et de l'espace pour vivre ensemble. J'en parle dans notre épisode 215, Cultivons nos différences. Et puis je voudrais terminer en disant que beaucoup de couples pensent que pour recréer de la sécurité, il faut des grandes discussions, des soirées entières de débrief. En réalité, la sécurité émotionnelle naît dans des moments de présence courts et vrais. Par exemple, mon conjoint rentre de sa journée de boulot et pousse un soupir en passant la porte. Je peux ranger mon téléphone et écouter 2 minutes et dire « Raconte-moi si tu veux, je suis là pour t'écouter ». Ah, ça change du « Ah ouais, tu peux sortir les poubelles en passant ?» Ce type d'attitude, ça semble minuscule en temps et pourtant, ces petits moments de connexion changent tout. Vous vous rendez compte que quand la sécurité émotionnelle s'installe dans le couple, tout devient plus simple. Plus besoin de se défendre, de se deviner, de se protéger. Vous pouvez inviter l'autre dans ce que vous vivez sans crainte d'être jugé. Cette sécurité-là, elle apporte du calme, de la confiance, un sentiment de solidité intérieure et la complicité peut s'installer car le couple est un refuge plutôt qu'un terrain miné. Alors comment la retrouver cette complicité au quotidien ? Tout d'abord, première idée, remplir le compte d'épargne affectif. Alors j'aime beaucoup cette image du couple comme une banque affective. Chacun de nous arrive dans la relation avec un compte d'épargne affectif, le CEA comme je l'appelle. C'est d'ailleurs l'objet d'une des rencontres de notre coffret Un temps pour deux. À chaque attention, chaque mot doux, chaque geste de considération, nous faisons un petit dépôt sur le compte affectif de l'autre. À l'inverse, chaque critique, chaque mépris, chaque dispute, chaque silence correspond à un retrait sur ce compte d'épargne affectif. Tous les mouvements n'ont pas le même poids. Un sourire, un compliment, une attention délicate ajoutent du crédit, vous vous en doutez. Cependant, une dispute, une parole dure ou un moment de mépris coûte beaucoup plus cher et le rapport n'est pas équilibré. Une interaction négative peut retirer 5 fois plus qu'une interaction positive. Alors au début de la relation, en période de séduction, les comptes se remplissent à toute vitesse.
Nous faisons naturellement beaucoup de dépôts, nous cherchons à faire plaisir, à nous relier, à montrer à l'autre qu'il compte. Le capital affectif grimpe et nous avons l'impression d'être riches pour toujours. Et puis, la vie s'installe, le quotidien prend sa place, les désaccords normaux et inévitables apparaissent, et peu à peu, nous faisons des retraits en oubliant parfois de continuer à alimenter le compte. Il arrive aussi que les comptes ne descendent pas au même rythme chez chacun des partenaires. Si l'un se sent plus souvent frustré, moins reconnu ou moins rejoint, son compte peut se retrouver plus vite dans le rouge. Et là, tout devient plus fragile. Quand un compte d'épargne affectif est à découvert, la personne a tendance à interpréter négativement même les gestes bienveillants. Une remarque neutre devient une attaque. Une tentative de rapprochement peut être vécue comme insuffisante ou maladroite. Par exemple, l'un dit « Ce pull te va pas terrible ce matin ». L'autre répond « Je ne suis jamais bien habillé comme d'habitude. Hein. » À l'inverse, lorsque le compte affectif est bien rempli, la relation elle gagne en fluidité, en tolérance, en souplesse. Les difficultés, elles restent présentes, évidemment, on n'est pas dans un monde de bisounours. Cependant, elles se traversent mieux parce qu'il y a un matelas. Genre, ton pull ne te va pas terrible devient « Ah oui, tu trouves ? Pourtant, je l'aime bien. Tu veux que je me change ?» Alors par contre, le pull, il restera sans doute un peu plus souvent dans l'armoire parce qu'on a envie de faire plaisir à l'autre. Mais avec la remarque, quoi qu'il arrive, il y a eu un petit retrait, mais il y avait le matelas qui a aidé. Remplir le compte d'épargne affective de son partenaire n'est pas une grande mission héroïque. C'est une attention quotidienne, simple, presque banale, et pourtant tellement essentielle. Tout ce principe s'appuie sur les travaux de Martial Losada, qui est chercheur en psychologie des interactions humaines. Il a montré combien les relations harmonieuses reposent sur un équilibre d'au moins 3 interactions positives pour une négative. Et dans les relations amoureuses, ce ratio monte à 5 interactions positives pour une négative. Autrement dit, la complicité et la solidité du couple se construisent dans l'accumulation de petits gestes positifs jour après jour. Deuxième idée pour retrouver de la complicité, c'est créer des rituels simples pour renforcer la connexion. Et oui, la complicité se construit aussi dans des rituels simples, répétés, prévisibles. Les recherches de John Gottman, toujours lui, sur les couples heureux, montrent que ce sont des petits rendez-vous du quotidien qui font du bien. Un bonjour le matin, vraiment un vrai bonjour. Un baiser au départ, mais un vrai, pas l'habituel, pas le smack qui veut pas dire grand-chose. On peut s'envoyer des messages dans la journée, on peut avoir un temps de retrouvailles le soir, même si on est happé par les enfants. Tout ça, ça va nourrir le sentiment de connexion. Ces rituels, vous savez, en fait, ils vont rassurer le cerveau. Ils disent simplement « je sais que je compte pour toi ». Ils disent aussi « je pense à toi ». Ils disent « enfin, nous formons une équipe ». Ils créent une continuité affective, même quand la journée est chargée, même quand il y a des enfants, même quand il y a beaucoup de boulot. Ce ne sont pas de grandes démonstrations qui renforcent la relation. C'est la régularité de ces gestes minuscules, presque banals, et pourtant profondément sécurisants. Enfin, troisième idée pour retrouver de la complicité, c'est la tendresse. C'est l'un des langages qui nourrit véritablement profondément la complicité. Elle répare parfois plus efficacement qu'un long discours. Un geste tendre, une main posée sur l'épaule, un regard qui s'attarde, une voix qui s'adoucit, faire l'amour aussi. Tout ça, ça se fait sans beaucoup de mots, mais c'est dit, t'es important pour moi. Et quand la tendresse circule, la complicité, elle suit naturellement, parce que chacun se sent accueilli, reconnu et profondément aimé et relié à l'autre. J'y consacre d'ailleurs un chapitre dans mon livre 52 idées pour prendre le temps d'être heureux. Et j'aime dire que la tendresse est un concentré de bienfaits. Elle stimule l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Elle fait baisser le cortisol, l'hormone du stress. Elle soutient le système immunitaire. Elle aide à guérir la dépression et elle améliore le sommeil. Alors la tendresse, c'est revigorant, rajeunissant, sans le moindre effet secondaire. C'est 100% naturel
et organique, sans pesticides, sans conservateurs, sans ingrédients artificiels. Pas besoin de piles ni de recharge. C'est une faible consommation d'énergie pour un rendement émotionnel maximal. C'est une grande source de valeur et en plus, c'est non imposable. Bref, la tendresse, elle est à consommer sans modération. 4e piste pour mettre de la complicité dans le couple, c'est le rire. C'est l'un des raccourcis les plus efficaces vers la complicité. Rire ensemble, c'est se retrouver sur le même tempo. C'est relâcher la pression. C'est créer un moment de légèreté partagée. Les recherches montrent que l'humour renforce le sentiment de proximité et aide les couples à traverser les tensions avec plus de souplesse. Le rire ne nie pas les difficultés, il les allège. Il permet de désamorcer une situation, de retrouver un regard plus tendre sur l'autre, de rappeler combien nous sommes partenaires. Même un sourire complice au cœur d'une journée chargée peut réactiver le lien. Parce qu'au fond, rire ensemble, c'est se dire « nous sommes connectés », même si tout n'est pas parfait. Je vous renvoie à notre épisode 107 sur le pouvoir du rire. J'ai envie de terminer par cette étude passionnante de Julian Holt-Lunstad de l'université de Brigham Young qui montre quelque chose d'assez renversant. La qualité de nos relations et notre capacité à communiquer de manière soutenante prédisent mieux notre santé psychologique qu'un mode de vie sain. Oui, c'est mieux qu'une bonne alimentation, que le sport ou le sommeil. Autrement dit, bien nous parler, nous soutenir, nous écouter avec bienveillance, c'est aussi essentiel, voire même plus essentiel que de bien manger ou de bouger. Nos conversations ne sont pas juste des mots, elles nourrissent ou elles épuisent notre équilibre intérieur. J'en parle dans l'épisode 288 sur l'énergie relationnelle. Quand nous comprenons cela, nous réalisons que prendre soin de notre communication, ce n'est pas un luxe de couple, c'est une véritable hygiène de vie. Et hop, je me lance. En résumé, la complicité dans le couple, 1. Est érodée par la routine, la charge mentale, les malentendus et les blessures non réparées. 2. La complicité a pour socle la sécurité émotionnelle. Et 3. La complicité se nourrit de petits gestes quotidiens. À vous de jouer, chers auditeurs. La carte de 2 minutes de bonheur en couple vous propose de répondre à cette question. Je te dis ce que j'aimerais vivre plus souvent avec toi. Dites-le à votre conjoint ce soir. La petite mousse de la semaine est un proverbe africain qui nous dit « Là où on sème l'amour, il ne fait jamais nuit ». Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, laissez un commentaire et partagez ce podcast à vos amis ou aux couples que vous appréciez pour leur envoyer des bulles de bonheur. Pour recevoir les prochains épisodes et sortir de la routine, inscrivez-vous à la newsletter sur 2minutesdebonheur.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et Instagram en cherchant 2 minutes de bonheur. Et désormais, retrouvez aussi la version vidéo sur notre chaîne YouTube 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.